bonjour à tous. Merci justement d'être présent pour ce nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie de Jemri Demirkazik, spécialiste produit sur les marchés émergents chez Carmignac. Bonjour Jemri. Bonjour Imen, Alors, bonjour à tous. comme d'habitude, nous allons commencer avec dans un premier temps les commentaires sur l'évolution des principaux indicateurs. Je vous mets la slide et je laisse Jemri la commenter. Dans un premier temps, Jemri, on va commencer peut-être avec les marchés actions. Tout à fait. Donc la semaine dernière, c'était une semaine plutôt compliquée pour les marchés actions des pays développés et notamment les marchés américains qui sont repliés de environ 3%, avec une forte correction sur le Nasdaq qui fait des plus bas depuis le début de l'année avec un repli de 21% en dollars. Les actions européennes se sont également repliées dans un contexte incertain marqué par le conflit en Ukraine et les confinements en Chine qui ont impacté les chaînes de production mondiales et donc la croissance économique. Donc un sentiment qui est resté assez négatif sur les actifs risqués que sont les marchés actions avec dans un contexte de hausse des taux par les banquiers centraux et d'inflation qui reste toujours à des niveaux très élevés. La semaine dernière a été également marquée par la poursuite des annonces des résultats. Donc, on arrive presque à la fin de cette période de publication des résultats, qui restait une période plutôt bien orientée, notamment avec les annonces des géants de la tech, notamment les sociétés dans le software et dans les infrastructures cloud comme Microsoft, qui ont annoncé de résultats plutôt solides. Et au contraire, chaque publication qui était vraiment en deçà des prévisions des investisseurs et des marchés ont été très sévèrement punies. C'était notamment le cas de certaines sociétés aux États-Unis, notamment qu'on appelait les sociétés gagnantes du Covid, qui avaient vraiment anticipé une poursuite, une forte activité dans le monde après Covid et qui avaient beaucoup investi. C'était notamment le cas, par exemple, d'Amazon qui avait fait d'importants investissements dans les logistiques ou Facebook et qui ont annoncé des chiffres un peu en deçà des attentes et qui ont été très sévèrement punis par les marchés. Maintenant, si on regarde du côté des pays émergents, les marchés actions émergents ont plutôt bien performé et ont surperformé les marchés actions des pays développés. C'était notamment tiré par les actions chinoises. En effet, malgré l'impact du Covid et les restrictions qui impactent l'économie chinoise, on a eu un fort rebond sur les marchés. Ça a été rendu possible par les annonces du gouvernement chinois qui ont rassuré les marchés en disant qu'ils se tenaient prêts à soutenir de façon plus massive l'économie par des mesures de soutien monétaire et fiscal plus important, même si on n'a pas eu d'annonce concrète. Rien que l'effet d'annonce a servi et a fait son effet et a soutenu les marchés. En plus de cela, ils ont également rassuré les marchés en disant que pour le moment, ils feraient une pause dans les changements réglementaires, notamment les annonces en ce qui concerne les valeurs Internet et les sociétés Internet. Donc, ça a été perçu positivement par les marchés. Maintenant, si on se regarde du côté du marché obligataire, nous avons eu une hausse des taux, que ce soit sur les marchés, sur les taux américains ou européens. Et d'ailleurs, cet après-midi, nous aurons la réunion de la Fed où les marchés anticipent une remontée de 50 points de base. Donc, on aura l'occasion de le commenter lors de notre prochaine session la semaine prochaine. Si on regarde maintenant sur le marché du crédit, les spreads se sont également écartés dans les sièges des doutes sur la croissance, l'inflation persistante et dans un contexte de normalisation monétaire toujours présente. Enfin, si on regarde côté marché des matières premières et le pétrole, on a eu une semaine de remontée des prix de pétrole, une hausse de 2,5%, dans le sillage d'une probabilité accrue de la mise en place d'un embargo sur les importations de pétrole russe. D'ailleurs, on attend des annonces imminentes de la part des pays européens sur cet aspect-là. Et pour terminer, sur le marché des changes, donc sur les devises, la semaine passée, le dollar s'est apprécié de 2% environ contre l'euro. Donc la poursuite de la normalisation monétaire aux États-Unis et une hausse des prix de pétrole
ont été des facteurs qui ont soutenu le dollar, les États-Unis étant un pays qui exporte du pétrole. Justement, en fait, j'aimerais. Tu en as parlé tout à l'heure quand tu as abordé les marchés actions. Ton focus macroéconomique de cette semaine, ça concerne justement la Chine. Donc du coup, et notamment le ralentissement de sa dynamique économique. Donc ici, à cause de sa politique, notamment liée à la pandémie. Je te laisse commenter ton slide. Bien sûr. Donc sur le plan macroéconomique, étant experte et émergente, j'ai choisi de faire donc ce focus sur la Chine qui fait tant parler d'elle. Comme vous le savez, au nom de la stratégie zéro Covid, qui est toujours poursuivie par la Chine, les restrictions se sont multipliées à travers le pays. Aujourd'hui, près de 44 villes sont sous un régime de confinement total ou partiel qui impacte presque un quart de la population. Et selon les estimations de différentes économies, cela représente environ 15 à 20 du PIB chinois. Et même dans les grands pays, dans les grandes villes comme Shanghai, on peut avoir des impacts sur le PIB même plus importants, aux alentours de 50%. Et plusieurs secteurs font les frais du confinement. Donc, Shanghai était très impacté les semaines passées. Les restrictions ont provoqué des perturbations très importantes, notamment dans le domaine des logistiques et le transport routier, qui a perdu toute sa fluidité et qui impacte notamment donc, les exportations et le plus grand port à conteneurs de la Chine. Maintenant, on voit un léger assouplissement à Shanghai, mais maintenant, c'est la capitale Beijing qui fait face à des restrictions plus importantes. Sur le graphique de droite, j'ai voulu vous montrer en fait l'impact que ça avait vraiment sur l'activité manufacturière et les exportations. Vous voyez qu'il y a un net chute donc des commandes PMI qui mesurent en fait cette activité industrielle et les exportations aussi qui sont nettement repliées. Ça s'est replié, mais ça reste quand même à des niveaux relativement élevés, mais certes, donc l'impact est très visible. Ta vision microéconomique, du coup, découle de ta vision macroéconomique, parce que justement là, l'idée, c'est de faire un focus sur les marchands actions chinoises. Tout à fait. Donc, si on regarde maintenant la partie encore microéconomique en prenant l'exemple de la Chine, comme j'avais mentionné également dans mon point il y a 3 semaines, il y a eu une très forte baisse depuis le début de l'année des actions chinoises dans le sillage donc, des confinements avec la hausse des contaminations au variant Omicron et la guerre en Russie. De nombreux investisseurs, en particulier dans les pays anglo-saxons, ont fait le choix vraiment de vendre les actions chinoises, aggravant ce mouvement baissier. De notre côté, nous percevons cette nouvelle baisse chinoise comme vraiment excessive, car si vous regardez le graphique de gauche, vous voyez que l'indice des actions chinoises, ici mesuré par l'indice MSCI China, est redescendu au niveau de 93, époque où le PIB chinois était 40 fois inférieur à son niveau actuel et 8 années avant l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, nous trouvons dans les marchés chinois des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure au niveau net de trésorerie qu'ils ont dans leur bilan, ce qui était du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Et sur le graphique de droite, j'ai préféré montrer également cette dislocation. Si on regardait juste les valeurs technologiques en les comparant les valeurs technologiques américaines à ceux chinoises. Donc là, vous voyez vraiment une dislocation entre la performance du Nasdaq et l'indice Nasdaq China Dragon qui regroupe en fait un certain nombre de leaders de la tech chinoise. Donc aujourd'hui, les valorisations des actions chinoises semblent vraiment refléter une très forte probabilité d'une rupture diplomatique avec le monde occidental. Celle-ci pourrait venir si la Chine décidait à soutenir militairement l'armée de Poutine ou bien dans le cadre d'une invasion de Taïwan par l'armée chinoise. Ces deux événements nous paraissent très peu probables aujourd'hui. Nous pensons que la Chine, d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils resteraient neutres dans le conflit ukrainien-russe et également le risque d'une escalade à Taïwan semble aussi peu probable dans un contexte où le monde occidental a démontré vraiment
sa détermination à imposer des sanctions très importantes. Donc c'est pour ça que voilà, c'est le point micro de la semaine, c'est vraiment cette dislocation et cette déconnexion que nous percevons aujourd'hui entre les fondamentaux et la valorisation des marchés émergents et chinoises. Donc, on va passer à présent justement donc à la rubrique justement pédagogique. Et tu as décidé cette semaine de faire justement donc un focus sur la notion de balance courante et sur la notion du terme de l'échange, avec bien entendu là aussi 2 exemples liés au marché émergent. Tout à fait. Donc, dans ce contexte marqué par les ruptures dans les chaînes de production mondiales qui ont réitéré l'importance en fait des échanges mondiaux et l'interdépendance entre les pays, j'ai souhaité faire donc ce point entre ces deux concepts importants qui sont la balance courante et les termes de l'échange. En effet, nous, lorsqu'on regarde la santé économique d'un pays, bien sûr qu'on regarde les dynamiques de la croissance et de l'inflation, mais selon nous, il faut faire une étude plus poussée de la balance courante et les termes de l'échange qui sont très importants. On a souvent en tête, quand on pense à regarder les pays, on regarde la balance commerciale qui concerne juste l'échange des biens, donc les importations et l'exportation du bien. Mais il faut plutôt regarder la balance courante qui est beaucoup plus large parce qu'elle comprend également la balance des services, la balance des revenus et les transferts courants. Et selon cette étude des balances courantes, on peut vraiment diviser les pays en deux blocs entre les pays qui ont un déficit de la balance courante et les pays qui sont en surplus. Les pays qui sont en déficit sont ceux qui dépensent plus que ce qu'ils produisent ou ce qu'ils épargnent. Donc, pour financer leur croissance économique, ils ont besoin des capitaux étrangers. Donc, ils ont des vulnérabilités vis-à-vis de l'étranger. Au contraire, les pays qui sont en surplus sont les pays qui épargnent ou qui produisent plus que ce qu'ils dépensent. Donc, ils ont une croissance et une économie qui est autofinancée et qui sont donc moins dépendants des pays de l'étranger. Et donc, indépendamment du niveau de la croissance économique qui peut être impacté par des facteurs conjoncturels, la balance courante détermine la qualité et la pérennité de la croissance d'un pays. Donc, pour nous, c'est vraiment clé. Et les pays qui sont en surplus sont également les pays qui auront une devise plus stable et qui va s'apprécier dans le temps. Et donc maintenant, je viens à un deuxième impact qui est les termes de l'échange. Donc, un des facteurs qui détermine si un pays sera en surplus ou en déficit, c'est les termes de l'échange, donc les ressources que disposent les pays qui exportent vis-à-vis de ces importations. Ça va être également faire partie d'une analyse poussée et très importante. Le terme de l'échange, donc c'est ce concept qui essaie de capturer ça. Donc c'est le ratio entre l'indice des prix à l'exportation divisé par l'indice des prix à l'importation. Donc si les prix à l'exportation d'un pays augmentent plus que les prix à l'importation, le pays aura un terme d'échange positif. Et donc si on regarde deux exemples concrets pour illustrer ça, le slide suivant. On peut par exemple prendre l'exemple donc du Brésil et de l'Inde. Comme vous pouvez voir, le Brésil est un pays qui exporte du pétrole, du soja, du sucre et de la viande à beaucoup de pays, notamment des pays asiatiques. Donc, c'est un pays qui a vu les termes de l'échange nettement améliorés depuis le début de l'année, qui fait des plus hauts historiques sur 5-6 années. Et au contraire, on a des pays comme l'Inde qui ont des vulnérabilités externes parce qu'ils importent beaucoup de pétrole, les prix de pétrole étant à des niveaux très élevés. Ils importent aussi beaucoup de fertilisants, des matières agricoles et des métaux comme l'or. Et donc, c'est un pays qui a des fondamentaux macroéconomiques et une balance courante qui se sont fragilisés de par cet effet. Alors, donc à présent, passons justement donc au message de la semaine qui est de nouveau lié à la Chine. Donc, je te laisse justement expliquer. Alors, tout à fait. La phrase que j'ai choisie, c'est le gouvernement chinois doit choisir entre crise sanitaire ou économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Chine, la Chine est confrontée à un dilemme politico-sanitaire et ce dilemme survient à un moment politiquement délicat parce que dans les prochains mois, le Parti communiste chinois et le Congrès chinois vont se réunir pour accorder ou non à Xi Jinping son troisième mandat. Les dernières annonces en fait de Xi Jinping et des autorités chinoises ont montré vraiment la détermination du pouvoir central de la Chine à maintenir en fait cette politique zéro Covid coûte que coûte.
et à ne pas faire de concessions. Mais d'un autre côté, elles ont aussi annoncé qu'elles allaient essayer de maintenir la trajectoire de la croissance sur environ avec 5,5% de croissance du PIB, ce qui est assez controversé. Beaucoup d'économistes pensent qu'ils n'y arriveront pas. Mais la Chine maintient toujours cette trajectoire de croissance en annonçant des politiques, des mesures de soutien monétaire et fiscal plus importantes qui vont venir. Donc, elle pense vraiment pouvoir échapper à faire un choix parce qu'elle dispose en fait de fondamentaux solides. Donc, la Chine, vous savez, c'est un pays qui est en surplus de la balance courante. Malgré la récente faiblesse et la fragilisation de ces indicateurs économique et l'impact que les politiques de restriction et les confinements ont sur la croissance, c'est un pays dont les exportations restent à des niveaux assez élevés. Si on compare par rapport à la période avant la pandémie, la part de la Chine dans les exportations mondiales ont augmenté de 2 points de pourcentage. Donc là, encore une fois, on voit l'importance d'avoir des fondamentaux solides, une balance courante excédentaire, qui fait que la Chine aujourd'hui fait un pari et qui peut se permettre de maintenir le cap et sans faire de concession de la politique zéro Covid avec une croissance économique qu'ils maintiennent dans cette trajectoire. Paraît risqué, certes, mais on verra dans les prochains mois si le pari sera tenu ou pas. D'accord, donc la marge de manœuvre est encore existante, c'est ce que tu dis. À présent, passons justement donc, aux idées d'allocation et faisons justement donc un point sur Carmignac émergent, un fonds à la fois disponible sur notre plateforme bourse et également dans notre contrat d'assurance vie. Donc Carmignac émergent et là l'idée c'est de faire un focus sur les valorisations et les ratios financiers. J'aimerais donc je te laisse commenter éventuellement ton tableau. Tout à fait. Comme vous avez très bien dit, c'est Carmignac Émergent, c'est un fonds action émergente qui a un positionnement et un biais très marqué. Nous avons un positionnement qui favorise les valeurs de croissance et de qualité. Normalement, les valeurs de croissance historiquement sont connues pour avoir des valorisations assez élevées. Mais compte tenu de ce que nous avons vu et de cette très forte dislocation que nous observons sur le marché aujourd'hui, nous trouvons des opportunités d'investissement et des sociétés de croissance qui se négocient à des multiples de valorisation très, très attractifs aujourd'hui. Donc là, je peux peut-être donner l'exemple de deux sociétés coréennes que nous avons en portefeuille, que sont Samsung Electronics et LG Chem. Ce sont vraiment des leaders mondiaux dans leur domaine respectif. Samsung Electronics est vraiment leader dans le domaine dans la fabrication des mémoires pour l'industrie semi-conducteur, avec une très forte croissance à venir dans les années qui viennent, avec l'utilisation croissante des semi-conducteurs dans de nombreuses industries. Et LG Chem, qui est une société qui est leader dans la fabrication des batteries électriques avec une très forte croissance séculaire, un secteur très porteur également. Et malgré cela, quand on regarde les valorisations, donc ce sont des sociétés qui se négocient à 8 fois les bénéfices sur les 12 prochaines années. Et compte tenu de la croissance annoncée, ça nous paraît vraiment être très attractif. Et enfin, pour conclure, peut-être un exemple d'une autre société que nous avons en portefeuille, c'est une société chinoise qui s'appelle Sungrow, qui est cotée sur le marché local, donc à Shanghai. Sungrow est le leader mondial dans la fabrication des composants électriques, notamment les inverteurs, qui sont utilisés dans l'industrie solaire. Ils ont 25% de part de marché mondial et c'est une société qui est vraiment idéalement positionnée dans un secteur qui affiche une très forte croissance séculaire, qui est accélérée par la crise russe et la volonté de l'Europe d'augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Et malgré cela, malgré les fortes perspectives de croissance, la société se négocie à 26 fois les bénéfices sur les 12 prochains mois, ce qui peut certes paraître élevé, mais qui reste à des niveaux tout à fait convenables selon nous pour l'activité de la société. Donc, même si la guerre et les confinements en Chine nous ont obligés à revoir à la baisse toutes nos prévisions de
croissance pour 2022. Nous pensons toutefois qu'il est possible et que le fonds Carmignac émergent est bien positionné pour un éventuel rebond dans les mois à venir, compte tenu de ces dislocations et des valorisations attractives que nous observons sur les marchés. D'accord, j'aimerais. Donc, un fonds qui, je le rappelle, est disponible à partir de sa fiche valeur, donc en tapant tout simplement le libellé du fonds dans le moteur justement donc du site internet Easy Bourse, à la fois dans l'activité bourse et donc dans l'activité assurance vie. Pour le coup, on va passer rapidement aux questions-réponses. On a quelques questions de la part de nos clients. Une première question concerne justement donc les dominantes géographiques et sectorielles. Alors, on a compris que bien entendu, vous essayez dans une gestion de conviction, donc avant tout basée sur les fondamentaux des sociétés, donc une sélection de titres. Pour autant, justement, tu mentionnais, j'aimerais tout à l'heure, la distinction entre le Brésil d'un côté et l'Inde de l'autre à partir justement de la notion de balance courante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des dominantes véritablement géographiques ou sectorielles qui justement font partie des gagnants, en fait, justement, dans la configuration que l'on connaît? En effet, c'est les marchés émergents. Donc aujourd'hui, on a clairement des gagnants et des perdants. Et donc la sélectivité dans une année comme 2022 est d'autant plus de mise et c'est très important. Nous, dans notre approche, on regarde vraiment les éléments des sociétés, les données, les valorisations de sociétés, c'est un élément très important, mais également les fondamentaux macroéconomiques sont vraiment à prendre en compte et peuvent être très déterminants. Donc, ce que nous, on privilégie au sein de nos allocations et ce qu'on voit dans les pays émergents, c'est qu'il faut bien entendu être positionné dans les pays qui ont de préférence des surplus de leur balance courante ou qui ont des balances courantes qui sont peut-être en déficit mais qui sont en nette amélioration, comme certains pays d'Amérique latine, comme le Brésil, qui apparaissent comme les gagnants de ce contexte compliqué avec toutes les matières premières qui s'exportent. Mais on préfère avoir quand même un portefeuille équilibré également en ayant de l'exposition aussi aux pays asiatiques qui sont structurellement des pays qui ont des surplus de leur balance courante et que dans un environnement où la croissance économique ralentit, ils pourront être plus résistantes et mieux résister à cette période en affichant des taux de croissance plus stables. Donc très sélective avec une préférence donc pour les pays asiatiques, notamment la Chine et la Corée, qui sont des pays qui sont structurellement en surplus et qui ont des valorisations aujourd'hui très attractives, avec un peu de diversification vers les gagnants de la crise russe et qui exportent des matières premières, comme certains pays d'Amérique latine, notamment le Brésil et le Mexique. D'accord, j'aimerais. Deux autres questions pour ne pas faire trop long concernant la Chine pour le coup. J'aimerais. La première question est justement que penser de la multiplication des alertes justement récemment émises autour du ralentissement de la dynamique économique chinoise. On a même des gens qui ne se prononçaient pas jusqu'à présent sur éventuellement cette inquiétude, mais qui aujourd'hui n'hésitent pas à mettre en avant. Et du coup, en découle la question où vous mettez le curseur. J'aimerais, c'est-à-dire qu'est-ce que vous surveillez en particulier dans les fondamentaux justement donc de l'économie chinoise qui pourrait vous dire ok là peut-être qu'effectivement on commence à tendre vers une zone un peu plus sensible. Tout à fait, ce sont deux très bonnes questions et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup en fait chez nous d'économistes et nos gérants. C'est vrai que le ralentissement économique est vraiment est là, on ne peut pas le nier, tous les indicateurs le montrent et c'est quelque chose que nous surveillons à travers beaucoup d'activités portuaires, les déplacements et donc on surveille vraiment toutes les semaines tous ces indicateurs. Néanmoins, en fait, la Chine, comme je dis, comme ils ont des marges de manœuvre, ils ont une inflation contrairement aux pays développés qui sont à des niveaux relativement sous contrôle. Donc, ça laisse vraiment de la marge de manœuvre au gouvernement chinois pour pouvoir relancer l'économie de façon plus massive. Et pour nous, un catalyste important que nous surveillons et que nous attendons absolument, c'est vraiment des mesures plus ciblées et plus concrètes. Pour le moment, l'effet d'annonce a fait son effet, les marchés ont rebondi, mais on n'a pas eu de D'action mesures concrète. très concrètes et on attend vraiment un catalyste, ce serait vraiment plus de mesures et des annonces plus concrètes qu'on
qu'on attend dans les prochaines semaines, les prochains mois. Dans tous les cas, c'est vraiment ce que nous attendons et qui pourrait vraiment être un facteur qui va soutenir donc, les marchés actions émergentes et également l'économie mondiale, parce que la Chine, est, de par sa position dans les chaînes de production mondiale, est clé. Et si une fois cet épisode certes, en ce moment, on est en plein dedans, ça va durer, mais ils seront également les premiers à sortir. Donc, quand les restrictions seront levées, progressivement, l'économie chinoise sera la première à rentrer en marche et donc à rebondir quand on arrivera à la fin de cette période volatile et compliquée. D'accord, j'aimerais une toute dernière question et après donc on aura terminé éventuellement. Toujours autour de la Chine pour le coup, est-ce que dans votre scénario central pour l'instant, la situation économique de la Chine est sans objet au niveau de la contagion justement sur le reste du monde pour l'instant? Est-ce que vous vous dites pour l'instant voilà ça peut rester endigué et ne pas avoir trop d'effets donc collatéral sur le reste du monde quelque part. Euh, En fait, nous, on pense que vraiment la situation de la Chine est clé et ça va avoir un impact, des conséquences majeures sur d'autres économies. Et notamment, il y a certains pays qui sont moins bien positionnés, notamment l'Europe, qui dépend beaucoup des importations vis-à-vis de la Chine. Et également, bah, on a déjà vu un impact après un très fort mouvement haussier sur les marchés, par exemple d'Amérique latine. Bah là, on a un peu revu à la baisse notre optimisme et nos prévisions pour ces pays parce que le ralentissement sur le marché immobilier et sur d'autres secteurs industriels en Chine va avoir un impact sur les importations chinoises, donc qui importaient beaucoup de l'Amérique latine. Donc, on a revu en fait, toutes nos prévisions, toutes nos prévisions de croissance pour plein d'autres régions parce que la Chine, c'est quelque chose et elle a ses propres dynamiques, mais les effets secondaires d'un ralentissement chinois vont être plus sentis sur les pays comme l'Europe et également d'autres pays qui exportent des matières premières de la Chine et qui on a commencé à avoir une certaine faiblesse dans certains pays d'Amérique latine notamment qui ont subi ce ralentissement du secteur immobilier et des importations chinoises. Donc voilà, donc on surveille de près tout et ça, bien sûr, on a revu, on a réajusté toutes nos prévisions de croissance pour l'ensemble des régions économiques pour tenir compte du ralentissement chinois. Entendu, Gilles. Merci énormément. Merci pour ton éclairage. Merci pour tes explications. Merci, chers participants, justement, donc d'avoir été présents également pour cette nouvelle session. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, concernant donc l'actualité sur les marchés financiers. Encore merci, j'aimerais. Je te souhaite une très très belle Merci journée. à À vous. tous, chers participants. Au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde.